Je m'appelle donc Marie-Cécile Gaillard, je suis jeune chercheuse tout juste diplômée de doctorat à Marseille, donc où j'ai passé mon diplôme en décembre l'année dernière et où j'ai découvert en fait, donc j'ai effectué mon master également avant mes années de thèse à Marseille dans le laboratoire de Nicolas Lévy à Marseille à la Timone, et où j'ai intégré une équipe qui s'intéressait particulièrement aux aspects génétiques et épigénétiques de la dystrophie facio-scapulo-humérale. Et donc, j'ai commencé par effectuer 2 stages de master dans cette équipe, l'équipe de Dr Frédéric Macdinier, qui travaille sur la FSHD depuis un certain nombre d'années maintenant. Et du coup, petit à petit, j'ai fait évoluer mon projet et puis j'ai ensuite pu démarrer, et grâce à un financement de thèse, un projet de doctorat, donc pendant 3 années complètes sur la dystrophie facio-scapulo-humérale et sur les aspects vraiment épigénétiques de la maladie. Donc l'épigénétique en général, on pourrait donc décrire cette discipline comme tous les mécanismes qui vont pouvoir impacter la génétique et qui donc tous les mécanismes environnementaux, donc environnementaux à plein de niveaux différents, donc autant en termes de conditionnement que de présence de molécules à différents stades de la vie ou la mise en contact avec des facteurs environnementaux peut avoir un impact sur les modifications épigénétiques et génétiques d'un individu. Et donc, dans la dystrophie facio-scapulo-humérale, depuis maintenant très longtemps, on connaît l'anomalie génétique responsable de la pathologie, qui est la réduction du nombre de répétitions des 4Z4, qui est une condition sine qua non, mais pas complètement suffisante, puisque certains patients ne la présentent pas, cette réduction du nombre de D4Z4. Et donc, on s'est aperçu, avec la grande variabilité de patients qui se sont présentés donc, en France depuis le siècle dernier, mais aussi dans plein d'autres pays du monde, qu'il y avait une très grande variabilité au niveau du phénotype des patients, ce qu'on appelle, et que les maladies qui présentent ce type de variabilité sont souvent liées à des troubles et à des anomalies épigénétiques, ou en tout cas des changements épigénétiques. Et donc, ce sont principalement des changements au niveau de molécules biochimiques qui vont pouvoir s'apposer au niveau de la molécule d'ADN et vont pouvoir modifier l'expression des gènes se trouvant sur cette molécule d'ADN. Donc, en l'occurrence, dans la dystrophie facio-scapulo-humérale, au niveau du subtélomère du chromosome 4, là où on a détecté la réduction du nombre de D4Z4, on s'est aperçu qu'il y avait également des changements épigénétiques dans cette région, et principalement liés à une réduction de la méthylation de l'ADN. Donc, c'est juste la position d'un groupement méthyle qui se produit normalement sur les bases C de l'ADN, et qui, chez les patients, la présence de ce groupement est beaucoup plus faible dans la région du chromosome 4 impliquée chez les patients que chez les individus sans l'anomalie génétique et sans FSHD. La méthylation de l'ADN, le fait de présenter de très forts niveaux de méthylation, ou en tout cas un niveau de méthylation normal, on va observer ça dans une configuration de chromatine vraiment fermée, c'est-à-dire où l'ADN est vraiment compacté. Et dans cette configuration-là, l'expression des gènes, la transcription des gènes n'est pas possible ou très peu possible. Alors que dès qu'on perd des groupements méthyl, donc de la méthylation, on va pouvoir, donc littéralement, l'espace est plus libre autour de la molécule d'ADN et donc il va commencer à se décompacter. Et les gènes qui se trouvent au niveau de ces régions-là vont pouvoir être transcrits et donc être exprimés. Alors du coup, dans ce contexte de la FSH en 2012-2013, les modifications épigénétiques avaient déjà été décrites, notamment la réduction de la méthylation de l'ADN. Et donc, l'équipe dans laquelle j'ai effectué ma thèse s'intéressait particulièrement, puisqu'on avait à disposition donc une large cohorte de patients FSHD dans la région de Marseille et qui venaient aussi d'autres régions de France, à disposition et pour lesquels qui avaient donné leur accord pour pouvoir participer à des protocoles de recherche. On a pu explorer et s'intéresser à une éventuelle corrélation entre la présence de symptômes chez les patients FSH et leur niveau de méthylation au niveau de cette région de D4Z4 du chromosome 4.
Ceci n'avait pas encore été tellement exploré parce que je pense qu'on ne se doutait pas vraiment d'une relation entre les deux. Très longtemps, donc dans la FSH, il y a des corrélations qui ont été établies entre le nombre de répétitions, par exemple, et la réduction du nombre de répétitions et la sévérité des atteintes musculaires, où on remarquait que des patients qui présentaient seulement 1 à 3 répétitions des 4Z4 souvent étaient plus atteints phénotypiquement. Et donc, on s'est posé la question sur ces caractéristiques épigénétiques d'essayer de corréler un petit peu le même genre de choses. Et il se trouve que du coup, donc, on a exploré à peu près une centaine d'individus, donc confondus, c'est-à-dire présentes avec des contrôles, des patients FSHD1, donc avec une contraction des 4Z4, des patients FSHD2, sans contraction des 4Z4, mais avec vraiment une grande similarité de symptômes de la maladie, et des patients également qui nous intéressaient particulièrement parce qu'on sait très peu de choses. C'était des gens donc, qu'on ne peut pas vraiment appeler des patients puisqu'ils n'ont aucune atteinte visible ou en tout cas déclarée à l'instant où on démarre les protocoles, et pourtant ils sont porteurs d'une réduction du nombre de D4Z4. Donc effectivement, à un âge où la maladie serait supposée être visible chez ces patients-là, on n'observait pas de déclenchement des symptômes. Et il se trouve qu'on a réussi à montrer qu'effectivement, donc on confirmait la réduction de la méthylation de l'ADN de D4Z4 chez les patients avec la réduction de D4Z4, donc les FSHD1. Et également, encore de façon plus importante chez les FSHD2, bien ce n'est pas lié au nombre de répétitions des 4Z4, on en est maintenant plutôt certain. Et ce qui nous intéressait particulièrement, c'était ce groupe de patients asymptomatiques, ou d'individus asymptomatiques, je devrais dire plutôt, pour lesquels on trouvait un niveau de méthylation proche de celui des contrôles, c'est-à-dire de gens tout à fait indemnes et non dont aucun membre de la famille ne présente de cas de dystrophie facio-scapulo-humérale. Dans ces cas-là, on avait un niveau de méthylation vraiment semblable et qui était vraiment décroissant chez les patients FSHD1 et FSHD2. Et donc, on a vraiment pu associer la présence de symptômes à un niveau de méthylation inférieur sans prendre en compte le nombre de répétitions des 4Z4. L'autre gros aspect de l'épigénétique, qui ne concerne pas vraiment l'analyse de molécules en particulier ou de la méthylation ou de modifications comme il y a d'autres modifications comme la phosphorylation d'autres bases, etc. C'est de manière générale, ça consiste à étudier l'organisation spatiale de l'ADN et de la chromatine, donc la molécule d'ADN avec les protéines associées dans l'espace et dans le noyau. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que cette organisation donc, nucléaire, elle n'est pas aléatoire et que certaines paires de chromosomes sont situées vraiment préférentiellement dans certaines zones du noyau. Toute une partie de l'équipe et une partie de mon projet de thèse portait également sur essayer d'explorer l'organisation de la séquence des 4Z4 et son positionnement dans le noyau, et surtout d'arriver à caractériser les interactions qui sont possibles, c'est-à-dire que la chromatine peut former des boucles de chromatine, et donc même des régions qui sont excessivement distantes physiquement sur des chromosomes, puisque c'est vraiment très compacté, donc quand on décompacte, ça peut être très très loin. On s'est aperçu que D4Z4, c'était une séquence qui pouvait interagir littéralement avec des gènes qui sont situés bien plus loin que ceux qui sont situés sur l'extrémité du chromosome 4. Et donc ça, on peut le mettre en évidence par des techniques de visualisation en 3 dimensions, où en gros, je fais de la microscopie sur des cellules, donc par exemple directement sur des cellules de patients quand on en a à disposition, ou sur des cellules modèles, et on essaye de modéliser et de reconstruire le positionnement de D4Z4, et par des mesures et des acquisitions, on va pouvoir établir si, dans le cas, par exemple, chez les patients FSH, on a plutôt une tendance à trouver une interaction entre D4Z4 et tel gène, alors que cette interaction n'existe pas chez les contrôles. L'étape d'après, ce serait dans le cadre, c'est toujours très propre à chaque chercheur et ce que les gens ont envie d'en faire. Dans ma tête, et je pense que dans la tête de l'équipe à Marseille, c'est vraiment de creuser plus loin. Alors, je sais que
cliniquement, ça peut être certainement plus frustrant parce qu'on n'a pas les réponses tout de suite. Et ça l'est pour nous aussi, clairement. Mais là, de toucher du doigt cette organisation du noyau, je pense que si on montre qu'effectivement, les changements qui s'y produisent peuvent être pour certains spécifiques de la pathologie et identifiables dans la FSHD, ça montre que les mécanismes qui sont derrière sont vraiment des mécanismes biologiques, cellulaires très communs. Et du coup, pour moi, l'approche, si on part vers des approches thérapeutiques, la finalité, c'est forcément ça. Si on travaille sur une pathologie, c'est forcément pour, à un moment donné, pouvoir proposer ce type de choses-là, pour nous aussi. Mais je pense qu'il est important d'être clair et d'être avancé au maximum dans ces mécanismes-là qui, pour l'instant, c'est toujours fou de dire ça, mais on a fait des progrès de géants et on a avancé beaucoup. Et finalement, il y a encore tellement de choses qui sont avec des énormes points d'interrogation. Et la dystrophie facioscapulo-humérale, ça en fait partie. C'est-à-dire que la génétique de la pathologie, on la connaît depuis maintenant vraiment longtemps. Et pourtant, il y a des énormes points, comme des trous noirs, où on n'est pas capable de d'assembler les pièces du puzzle parce qu'à un moment donné, il y a une situation, un patient qui échappe à ces cases, entre guillemets, et qu'on ne peut pas classifier comme on pensait pouvoir la classifier. Et du coup, ça nous oblige à comprendre les mécanismes derrière qui vont plus loin et qui pourraient englober vraiment l'intégralité des conditions et de la clinique de la pathologie qu'il y a derrière. Donc, le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment de continuer à investiguer ces choses-là. Si on peut mettre en évidence des gènes vraiment candidats qui vont pouvoir être la cible de traitements géniques et thérapeutiques, eh ben, tant mieux et c'est vraiment l'objectif. Je pense qu'on pourra probablement aussi dans les années à venir envisager des cibles thérapeutiques qui ne sont pas directement des gènes. Parce qu'effectivement, dans la FSH, ça va être très compliqué de pouvoir arriver à cibler tous les gènes impactés en quelque part rétablissant l'expression normale qu'ils devraient présenter. Du coup, trouver le mécanisme peut-être biologique qui va plus loin que juste contrôler ces changements d'expression génique pourrait permettre effectivement de proposer quelque chose de vraiment efficace et avec une cible qui aura un impact fort et surtout de façon sécuritaire et de façon... Parce que dès l'instant où on se lance dans ces essais et ces pistes thérapeutiques, voilà, il y a plein de conditions à remplir, mais c'est vrai que dans ma tête, je me dis qu'il faut vraiment qu'on soit avancé sur nos certitudes. Et voilà, et c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière, parce que c'est aussi ça, la recherche, elle recule nos certitudes de temps en temps, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais c'est un peu l'objectif. Donc du coup, ça continue sans moi, mais ça continue. Il y a quelqu'un d'autre qui continue ses analyses en 3 dimensions là actuellement au laboratoire, qui a repris une partie de cette fin de projet de thèse à moi. Et globalement, toute l'équipe travaille sur de toute façon la pathologie. Déjà très flattée, juste tout simplement qu'on reconnaisse mon travail. Je pense pas me démarquer à ce point-là, c'est-à-dire que je pense pas avoir fait révolutionner ni la FSH ni la science en général, mais quelque part c'est un peu se dire que oui, peut-être qu'on a apporté cette petite pierre à l'édifice là, donc tant mieux. Et puis doublement parce que du coup, ça vient de l'association de malades de la pathologie sur laquelle j'ai passé les 5 dernières années à travailler. Et je crois que du coup, je suis passée par un petit peu toutes les phases parce que quand j'ai commencé, on m'avait justement dit tu vas voir, cette maladie, c'est juste complètement le bazar génétiquement parlant. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et alors qu'il y a des maladies qui sont très catégorifiées et où c'est facile, entre guillemets, de prédire une thérapeutique ou de proposer des choses, la FSH, effectivement, c'est compliqué. Tout est compliqué parce que dès qu'on commence à investiguer une partie, on s'aperçoit, oui, que non, il y a un groupe de patients qui ne rentrent pas du tout dans ces conditions-là. Et on m'avait dit, mais tu vas voir, ce qui est génial, c'est que les patients sont très, très impliqués et très au courant de la recherche en général qui s'y trouve, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger. Il y a des maladies qui sont assez peu, parce que complexes, mais aussi assez peu mis en perspective, ou en tout cas d'intérêt public. Et la FSHD, ça a beau être une maladie rare, les gens sont vraiment très impliqués
dans la compréhension des mécanismes, que ce soit les médecins, les chercheurs, pour qui c'est le travail, donc quelque part on s'y attend un petit peu, mais surtout les gens qui en sont atteints, et c'est quand même super important, je pense, et ça prouve qu'il y a une vraie conscience de la part de la communauté en général. Du coup, de recevoir le prix là de l'association de patients, c'est pour moi la preuve que j'ai réussi peut-être à en tout cas rendre visible mon travail, et que pour les gens pour qui quelque part fondamentalement on investit ces choses-là, parce que c'est bien pour qu'à un moment donné on puisse proposer des thérapies ou des solutions ou des réponses, et du coup d'avoir cette reconnaissance en retour en me disant que mon travail a été compris, ou au moins en partie, c'est important, je pense, et c'est super valorisant, c'est sûr.